Bonjour, on vous a déjà parlé de fonctions. Aujourd'hui, on va rentrer dans les détails, mieux préciser les conventions d'écriture, la différence entre define et fonction, parler de l'exécution interne et voir les différents types de fonctions. Concernant les règles d'écriture, l'habitude est d'avoir les constantes en majuscules et on a déjà vu output, high. Je ne respecte pas tellement cette convention puisque, avec des noms explicites, c'est assez lourd comme écriture. Les variables, la règle est d'avoir les minuscules. On a déjà vu le i dans des boucles for. Compteur, niveau maximum. Certains préfèrent mettre des soulignés, à vous de décider. Du côté des définitions, on a une première lettre qui est majuscule et les définitions s'appliquent au matériel. Du côté des fonctions, on a également des majuscules en première position, mais une fonction va désigner une action. Donc là, j'insiste et je vais encore insister, les définitions, c'est concernant le matériel, les fonctions, c'est concernant la fonctionnalité. Et dans certains langages, on fait une différence subtile entre procédure et fonction. Le C ne fait pas cette différence. Alors, je reviens encore là-dessus. Define pour décrire le matériel, fonction pour la fonctionnalité. Je prends un exemple avec un robot simple. Ce robot simple a deux moteurs. Si vous regardez l'arrière du moteur, là où les fils partent, vous avez un plus et un moins. Et si vous envoyez le courant sur le plus, tous les moteurs du même fabricant vont tourner dans le même sens. Donc, je définis ici, le plus de mon moteur va être sur la pin 4, le moins sur la pin 3. Et maintenant, pour que le moteur avance, c'est-à-dire que pour que ce moteur tourne dans le sens qui va faire avancer le robot, je dois mettre sur la pin 4 un 0, sur la pin 3 un 1. Et là, ça ne sera pas accepté par le compilateur puisque je n'ai pas mis des majuscules comme c'est reconnu. Alors maintenant, je vais définir la même chose pour le moteur gauche, mais le moteur gauche, pour qu'il avance, il faudra que je permute ici ces deux définitions. Les moteurs sont symétriques, donc si le moteur droite, si la pin plus doit être à 0, ben sur le moteur gauche, la pin plus devra être à 1. Alors on peut tâtonner et puis sortir son fer à souder pour déplacer les fils, mais vous voyez que si on réfléchit bien, on aura quelque chose qui est correct, qui réagira selon la définition du matériel. Et maintenant, si on veut faire avancer le robot, eh bien là, c'est une action qui nécessite d'avoir les deux moteurs qui avancent. On a défini ce qui les faisait avancer. On n'a plus besoin de se préoccuper du câblage et du matériel. Alors maintenant, on peut rajouter une fonction qui est faire un aller-retour avec une certaine durée qui va fixer la distance de déplacement. On avance, on atteint, on recule, on atteint. La durée est un paramètre de cette fonction. Et dans le programme principal, eh bien, on va avoir faire aller-retour, la durée d'action. Et évidemment, c'est un cas un petit peu simplifié qui montre bien la hiérarchisation des fonctions. Ce que l'on vient de faire, c'est une programmation descendante. On est parti du matériel pour aller vers la complexité. Dans les cas réels, on se préoccupe d'abord de l'application, de son cahier des charges, de la structure du programme principal, des appels système que l'on va utiliser qui eux-mêmes vont faire des appels à des fonctions plus simples qui vont s'appuyer sur le matériel. Donc top-down ou bottom-up, ce sont les deux options. Alors prenons des exemples en commençant par les choses les plus simples. Vous avez la fonction clignoter une fois. Vous l'appelez par
clignote une fois, il n'y a pas de paramètres qui vont être transférés sur la pile, la parenthèse est vide. Vous avez la fonction clignoter X fois, là vous avez un paramètre, et il faut dire quel va être le nom de ce paramètre, mais c'est un nom local, c'est un nom uniquement utilisé là-dedans. Par contre, on a dû bien préciser quelle était la taille à réserver sur la pile pour transférer ce paramètre. Et quand on appelle, eh bien, on a clignoté tant de fois le paramètre une constante ou une variable, mais de type byte. Si on mettait un nombre trop grand ici, le compilateur devrait rouspéter. Ensuite, on peut avoir deux paramètres qui n'ont pas nécessairement le même type. On veut clignoter X fois avec une certaine période. Eh bien, on va donner le type byte pour le nombre de fois, le bit int pour la période, et on aura les deux paramètres. Et on pourra tester maintenant ce programme. Il faut toujours tester les fonctions quand on les a écrites avec une petite boucle. On clignote 3 fois et puis on ne fait plus rien. Si vous supprimez ce while, qu'est-ce qui se passe? Vous clignotez 3 fois, vous clignotez 3 fois, vous clignotez 3 fois. Vous avez l'impression que votre programme est faux. Il faut ajouter un délai ici pour qu'après chaque clignotement 3 fois, eh bien, vous avez un espace qui vous permet de vérifier que quand se trouve le début de l'appel de la fonction. Une fonction peut avoir un paramètre de sortie. Prenons un exemple. Dans une application, combien d'interrupteurs sont positionnés à un moment donné? On va le simuler avec le LunCbot où on peut presser sur un, deux interrupteurs poussoirs simultanément. Dans le programme, ce qu'on aimerait écrire, le nombre de poussoirs, qui est la variable qui m'intéresse, est égal à une fonction qui va analyser le nombre de poussoirs pressés. Alors cette fonction, on va l'écrire comme d'habitude, lui donner un nom explicite. On n'a pas de paramètre d'entrée, la parenthèse va être vide, et l'accolade qui encadre les instructions de la fonction. Alors la nouveauté maintenant, c'est qu'on doit retourner une valeur. Vous voyez que c'est l'équivalent d'une variable et on va retourner cette variable avec l'instruction return, la variable qui a été calculée dans le fond par la fonction. Alors ce qui est important pour le compilateur qui doit maintenant générer du code, c'est de savoir quelle place réserver en mémoire au moment où on fait l'appel combien de fonctions. Et jusqu'à présent, on mettait void, on n'avait rien à mettre dans cette case. Et maintenant, on va dire, j'ai un certain nombre qui est inférieur à 8 bits, donc on va écrire byte ici, et puis on va retourner cette variable. Ici, il faudra déclarer un nom. Alors écrivons la fonction de façon un petit peu plus précise. Byte, combien de poussoirs? Il nous faut un compteur. Ce compteur sera du même type. Et puis, on donne un nom qui est une variable locale. CP égale 0. Et maintenant, les instructions, elles sont triviales. Si le poussoir 1 est actif, on incrémente le compteur. Si le poussoir 2 est actif, on incrémente le pointeur. Il ne faudrait pas mettre CP égale 1, CP égale 2, ça serait une autre fonctionnalité dans le fond pour savoir avec une numérotation adéquate quel est le poussoir qui a été pressé. Et puis maintenant, on va retourner la variable que l'on a définie. Donc au niveau du programme, on va avoir une variable globale qui est le nombre de poussoirs. On va avoir dans la boucle principale l'instruction qui nous intéresse, nombre de poussoirs égale combien de poussoirs. Prenons un autre exemple un peu plus traditionnel, qu'on voit dans tous les livres par ailleurs, la multiplication. Vous définissez une fonction pour multiplier deux nombres A et B.
Donc vous vous souvenez qu'il faut préciser le type de chacune des variables qui sont dans la parenthèse. Le résultat de cette multiplication de 16 bits par 16 bits, eh bien, c'est 32 bits. On peut déclarer 16 bits ici, mais il va y avoir un problème s'il y a dépassement de capacité, puisque le C ne va pas vous signaler qu'il y a dépassement de capacité. Donc, on a défini notre fonction, on a réservé la place en mémoire, et il suffit d'écrire, on retourne la valeur qui nous intéresse, qui dans ce cas-là est immédiate, A fois B. Donc, c'est un exemple assez académique. Et puis, quand on va appeler maintenant la multiplication, on dira valeur qu'on a déclarée de type long, c'est la fonction multiplication avec deux nombres, deux variables, etc. Alors, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est que ici, on n'a pas eu besoin de déclarer une variable locale, mais vous pouvez très bien le faire. Et c'est clair que quand c'est des fonctions plus complexes qu'une bête multiplication, on va devoir déclarer une ou plusieurs variables locales. Ici, on a déclaré de type int. J'avais décidé avant d'être de type long. Maintenant, j'ai décidé que ça serait de type 16 bits. Et puis, la variable, c'est le produit. Et on retourne la variable. Et c'est comme avant. Voilà ces fonctions avec un paramètre d'entrée. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs paramètres en sortie? Non, c'est pas possible. C'est en fait, on calcule une seule variable chaque fois, ou l'équivalent d'une variable. Mais on peut utiliser un pointeur à un tableau de données, ce qui se fait abondamment dans tous les C qui travaillent sur écran et qui gèrent vos fichiers d'adresse, etc. Alors, il y a encore une solution qui est d'agir sur des variables globales, et ça nous permet de faire un petit rappel sur les solutions qu'on a à disposition maintenant pour écrire des fonctions. La solution habituelle qu'on a vue, c'est la solution de fonctions avec des paramètres. Le paramètre est défini, mais comme une variable locale dans la fonction. Et puis, au niveau de l'appel, eh bien, on veut clignoter 3 fois. On va mettre clignote, parenthèse, le paramètre qui sera interprété, dans le fond, dans la fonction en faisant les calculs avec cette variable locale. Alors, si on fait une variable globale, ça veut dire que je définis ma variable au début du programme et qu'elle va être valable dans tout le programme. Alors, la fonction clignotement n'a plus de paramètre local explicite ici. Elle ne va pas changer. Si j'ai utilisé le même nom, je vais trouver exactement les mêmes instructions. Et puis au niveau de l'appel, eh bien, vous aurez un appel qui ne mentionne pas cette variable globale. Il faudra la déclarer avant comme étant nbcli égale 3. Et on n'aime pas du tout programmer de cette façon parce que, vous savez, la définition de la variable globale peut avoir été faite relativement longtemps avant clignotement, ou elle peut avoir été modifiée par une quelconque instruction. Alors, il y a encore une solution qu'on a vue, qu'on a beaucoup utilisée, mais dans des cas plus simples. C'est ce qu'on appelle les macros, les define. Vous pouvez très bien écrire define, clignote, et aligner une suite d'instructions qui correspond aux fonctions qu'on avait écrites. Il y a possibilité de mettre des paramètres, mais ce n'est pas encouragé. On utilise ces macros que dans des cas simples. On veut simplement économiser de recopier sans arrêt un certain nombre d'instructions. La différence au niveau de l'appel, c'est qu'on écrit clignote, point virgule, sans parenthèse. Donc là, on avait déjà signalé cette difficulté. Il faut faire très attention de savoir ce qu'on a écrit. Si c'est des define qui n'ont pas de parenthèse ou
une fonction avec la parenthèse. Et le C, malheureusement, si vous oubliez la parenthèse dans un cas comme ça, eh bien, il va accepter et ne rien exécuter du tout. Regardons un petit peu plus précisément ce que fait le compilateur avec ces différentes expressions d'une fonction ou d'une macro. Avec la macro, vous faites une définition avec un texte quelconque. Parfois, on substitue une variable. Parfois, on peut écrire un certain nombre d'instructions. Dans le programme, chaque fois que vous avez écrit CLI point virgule, eh bien, vous allez mettre cet ensemble d'instructions dans la mémoire. Donc, chaque fois, ça sera répété. Alors, évidemment, que si vous avez beaucoup d'instructions, vous voyez bien que ça va perdre de la place. Si on écrit une fonction, cette fonction va être mise en mémoire dans un coin séparé dans le fond du programme, et toutes les fois que l'on appelle la fonction, eh bien, on va avoir beaucoup moins d'instructions qui permettent de se référer à la position mémoire où on a la fonction pour l'exécuter. Et les variables auront été réservées dans un coin de la mémoire. Alors évidemment, il y a un truc supplémentaire, c'est qu'une fois qu'on a appelé la fonction, il faut pouvoir revenir au programme pour l'exécuter. Donc, c'est quelque chose qui est câblé à l'intérieur du processeur. Au moment où vous appelez la fonction, vous transmettez dans une zone mémoire l'adresse de retour qui vous permettra de continuer. Donc, à la fin de la fonction, quand vous avez cette accolade finale, eh bien, le compilateur va vous rajouter une instruction qui va prendre cette adresse de retour et puis permettre de continuer l'exécution. Alors, ça se complique un petit peu parce que si maintenant, dans cette fonction, vous voulez appeler une autre fonction, eh bien, il faudra aussi mettre cette adresse de retour dans la mémoire. Et puis, il ne faut naturellement pas la mettre au même endroit, il faut l'empiler. Et puis, comme ça, quand on revient, on peut dépiler, récupérer les adresses les unes aux autres. Donc, c'est cette pile pour les adresses de retour sur laquelle on met aussi beaucoup d'autres choses est un concept extrêmement important. Et cette notion d'appel de routine, d'appel de fonction, a été une des grandes inventions de l'informatique dans les années 50, quand il y a eu les premiers ordinateurs performants qui apparaissaient. On a souvent évoqué les activités du compilateur. C'est très compliqué de savoir ce qu'il fait, mais je crois que c'est utile d'avoir quand même un petit modèle. Vous avez préparé un petit programme qui va clignoter une LED sur une pin de votre processeur. Vous lancez la compilation. Qu'est-ce qui se passe? Votre code source est copié. Vous savez que vous pouvez continuer à travailler pendant la compilation. Il est copié, donné à un préprocesseur. Ce préprocesseur va convertir les define et les include pour simplement que ça soit des instructions compatibles avec le C. C'est le grand avantage de ce préprocesseur, c'est qu'on peut rajouter une couche de définition de programme, et les bons programmeurs exploitent énormément ces facilités, même pour faire ce qu'on appelle des compilations conditionnelles, par exemple pour changer la langue des commentaires. Bien, le compilateur, lui, va traduire tout ça dans un langage assembleur qui dépend du processeur. Donc là, c'est effectivement quelque chose d'assez futé pour
convertir dans le fond dans les instructions qui... tous les processeurs sont construits un petit peu avec le même principe. On l'avait vu à propos de la machine de Fibonacci, pour simplement calculer Fibonacci. Ensuite, il y a un problème d'adresse, et ces adresses sont calculées au niveau d'un linker, qui s'appelle linker parce qu'en fait, on travaille, nous, avec des tout petits programmes, mais les professionnels préparent des modules de programmes, ont une librairie, et tous ces programmes préparés séparément sont assemblés à ce moment pour générer le code qui va être compatible avec le processeur. Alors ce code, il faut le transporter dans votre processeur, ce qui se fait avec un câble USB. Et vous avez un chargeur qui en fait d'une part un programme qui transfère le code par une ligne série, et puis qui est le driver en fait, qui dépend de beaucoup de choses, et puis un chargeur qui est à l'intérieur du processeur, qui va prendre les bytes et les mettre dans la mémoire, dans le bon endroit. Alors ensuite, au moment où l'exécution démarre, eh bien, vous avez une activité dans les registres. Certains de ces registres sont en communication avec l'extérieur. Vous avez des variables globales qui ont été mises dans une zone mémoire qui s'appelle le tas, heap. Et vous avez les variables locales qui sont dans une zone beaucoup plus élastique, puisque les variables locales, elles vont apparaître quand on appelle une fonction, et puis elles vont disparaître pour faire la place à des variables d'une autre fonction. Donc ça, il faudra parfois faire attention avec ces variables locales, et on en reparlera. Et puis vous avez cette pile qui se remplit, qui se vide en fonction des activités. Et dans des gros programmes, il faut faire attention qu'il y ait suffisamment de mémoire vive à disposition. Bien, on a donc vu comment s'exécute une fonction, et on a mis en évidence l'importance de définir des noms clairs, en français, en anglais, en mélange. Je crois que c'est très difficile de définir des noms clairs. Donc on va pouvoir maintenant utiliser les fonctions dans nos prochains exemples.